Voilà, cette quatrième et dernière table ronde du 44e congrès de l'ANEL va concerner les problématiques de logement, la crise du logement et la crise du foncier. Comment éviter la dévitalisation des territoires littoraux? Alors on en a plusieurs retours d'expérience. Le premier, honneur aux invitants, ce sera l'exemple de la Corse. Et j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés maître Alain Spadoni, notaire et ancien président du Conseil régional des notaires. Alors, on sait que la géographie et l'histoire sont intimement mêlées, mais il semble que la propriété et l'indivision soient aussi liées à l'histoire. C'est ce que vous m'avez dit. Est-ce qu'en quelques minutes, vous pourriez nous redresser ce panorama historique, très brièvement, pour comprendre la problématique de l'indivision et de la propriété sur l'île de Corse? Oui, alors d'abord, merci de m'avoir fait l'honneur de m'inviter. Permettez-moi d'abord de saluer votre président et ami, monsieur le maire de Bonifacio, et puis vous dire aussi, puisque j'en ai l'opportunité, que simple spectateur de votre congrès, j'ai été véritablement subjugué par les interventions des personnes qui sont intervenues ce matin, par leur capacité d'abord, mais aussi par leur enthousiasme, et tout ça, ça fait du bien au cœur. Alors, puisque vous m'avez demandé d'intervenir sur la problématique du foncier et de l'immobilier, laissez-moi vous dire ce qui a été le fil conducteur de ma vie et des combats que j'ai menés pendant 50 ans, puisque pendant 40 ans, j'ai été le président du Conseil régional des notaires, et donc j'ai eu à conduire ma profession sur les chemins de travaux collectifs. Le patrimoine immobilier, c'est la racine d'un peuple, au même titre que sa langue, sa culture et ses traditions. Si la problématique du foncier n'est pas réglée, eh bien, une des racines du peuple s'effondre et le peuple meurt. C'est donc cette constatation qui a conduit les notaires de Corse à entamer une réflexion sur la problématique du délabrement du patrimoine, de la désertification d'un certain nombre de lieux, et donc à en rechercher les solutions. Effectivement, nous nous sommes entretenus sur les raisons historiques de cette situation tout à fait hors norme, mais comme j'ai entendu aussi l'intervention de représentants des territoires ultramarins, et que nous avons en commun cette problématique, eh bien, je me sens d'autant plus à l'aise pour en parler. C'est vrai que l'histoire a marqué notre Corse. Il y avait 190 000 habitants en Corse avant 1914. Après la Deuxième Guerre mondiale, il n'était plus que 130 000. C'est-à-dire que la saignée des deux guerres mondiales a privé l'île de Corse de ses forces vives, et en particulier des hommes. Des hommes, il en est mort par milliers sur les lieux où l'honneur de la République était en jeu, et les Corses, comme beaucoup d'autres régions de France, en particulier nos amis bretons, ont donné. C'est le cas du fameux 173e régiment de Corse, qui combattait à côté d'un régiment breton et qui tenait la ligne à Verdun. Et ils sont morts par milliers. Et donc ils ne sont plus revenus. Et comme ils ne sont plus revenus, eh bien la Corse, vous savez, vous pouvez le constater, c'est une montagne dans la mer. Ce n'est pas la Beauce. Il n'y avait pas de culture. Le tourisme n'existait pas encore. Les Français ne s'étaient pas encore découvert cet engouement pour tout ce qui est bord de mer et tout ce que cela peut induire. Donc il n'y avait pas grand-chose. Moi, mon père était né en 1908. Il a découvert les chaussures lorsqu'il est rentré à l'armée. Bon. Donc c'est de vous dire à quel point nous en y étions. Et donc cette problématique du désordre foncier et immobilier a été un des vecteurs de notre réflexion absolument nécessaire, puisque à l'intérieur de l'île, mais aussi sur la côte, et c'est surtout de la côte que je vais vous parler, parce que c'est l'objet de votre congrès, eh bien on s'est aperçu qu'il y avait des situations absolument exorbitantes du droit commun. Et je vais vous citer des exemples concrets. La ville d'Ajaccio, capitale régionale de la Corse, avait obtenu
dans les années 95, des dotations budgétaires importantes venues de l'Europe, venues au niveau national, de la région et de la commune pour rénover le centre d'Ajaccio, le fameux quartier Fesch. Donc on avait beaucoup d'argent. Et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cet argent? Réhabiliter le foncier, c'est-à-dire prendre des vieilles maisons, puisque c'était le quartier historique d'Ajaccio, lieu où a commencé la ville d'Ajaccio, et les maisons étaient très anciennes, dépourvues de tous les éléments de confort, voire même des éléments de sécurité. Et avec cet argent, eh bien, lorsque les gens mettaient 10%, on leur donnait 90% pour mettre l'électricité aux normes, mettre la plomberie aux normes, refaire les façades, lutter contre le délabrement de tout ce qui pouvait être leur logement. Eh bien, tout cet argent, on en a utilisé 15%, parce que nous avons été incapables d'identifier les propriétaires. Et pourquoi nous n'avons pas pu identifier les propriétaires? Parce qu'il existe en Corse, mais ça doit exister dans d'autres régions françaises, et je sais que ça existe dans les territoires ultramarins, eh bien, nous avons une absence de titre de propriété, c'est-à-dire qu'on n'est pas capable de pouvoir justifier de sa qualité de propriétaire. Or, dans notre code civil, on n'est pas propriétaire sans titre de propriété. C'est comme si une voiture n'avait pas de carte grise ou un citoyen n'avait pas d'état civil. Quand vous n'avez pas ça, vous êtes mort. Vous ne pouvez pas échanger, vous ne pouvez pas vendre, vous ne pouvez pas partager, vous ne pouvez pas donner. Et les élus ne peuvent même pas enclencher les procédures de débroussaillement puisqu'ils ne savent pas qui est le propriétaire. Et c'est cette problématique que nous connaissons en Corse. On ne sait pas qui est propriétaire de quoi et dans quelle proportion. Donc, au fil des ans, nous avons compris qu'il ne fallait rien attendre du pouvoir central. Pourquoi? Parce que dans les textes, il n'existe rien. Donc on a compris qu'il fallait porter nos valises nous-mêmes. Et donc, nous avons inventé des procédures, nous les avons portées, nous les avons expérimentées, et finalement, nous avons commencé en 1982. En 2017, nous avons abouti sur une loi qui aujourd'hui nous permet d'avoir la clé qui ouvre la porte. La clé qui ouvre la porte, c'est la capacité de créer des titres de propriété lorsque ceux-ci n'existent pas. Là, on est sur le volet juridique. Mais il y avait aussi un aspect fiscal. Vous savez que la fiscalité est partout et de plus en plus. Or, quand on s'attaquait à un règlement successoral très ancien et qu'on voulait se mettre à jour, la cascade de formalités à accomplir était telle que le coût d'un règlement successoral pouvait être supérieur à la valeur des biens que l'on veut partager. On était chez Ubu. Bon, inutile de vous dire quand il faut aller expliquer ça aux fonctionnaires de Bercy. Eh bien, on y est arrivé. Donc maintenant, et je suis heureux de pouvoir vous faire partager cette expérience, nous avons et l'outil juridique et l'outil fiscal. L'outil juridique, je l'ai dit, je le répète, nous savons créer des titres de propriété lorsqu'ils n'existent pas. Donc nous savons régler les successions. L'outil fiscal, c'est la neutralisation de toute fiscalité pour permettre la remise en ordre juridique du territoire. C'est dans une loi de 2017, qui est également applicable aux îles, aux autres îles, et qui est en train de donner des résultats absolument extraordinaires. Donc, si cela peut être utile à l'ensemble des élus qui sont dans cette salle ou ailleurs, pour pouvoir faire face à des problématiques auxquelles ils sont forcément confrontés, c'est-à-dire impossibilité de mettre des immeubles en copropriété, impossibilité d'agir pour des causes d'intérêt général. Encore un petit exemple, nous avons voulu sur Ajaccio créer une rocade avec un désenclavement. Bon, on a essayé de passer par la procédure amiable. Nous avons totalement échoué. Nous n'avons pas trouvé les propriétaires. Alors, pour vous donner une idée, la ville d'Ajaccio, capitale régionale, 70 000 habitants, 50% des biens sont encore au nom de personnes qui sont nées avant 1900. Le désordre juridique est un véritable cancer
Il faut le combattre, c'est ce que nous avons fait. Merci beaucoup, maître. C'est très clair. Et je note qu'il faut environ 35 ans pour porter une loi jusqu'à son aboutissement. Merci beaucoup. Je vous laisse transmettre le micro à votre voisin, Jean Alfonsi, qui est maire de Serradifert, où alors j'avais un petit message pour vous. Ça fait déjà 2 ans ou 3 ans, je crois, qu'on se rencontre. Et ce nom chantant de Serradifert, vous m'avez toujours plu. Et bien, j'y suis passé en venant, puisque mon avion qui devait me conduire à Figari, en fait, m'a conduit à Ajaccio. Ne me demandez pas pourquoi. Et donc voilà, j'ai pris la route de montagne et je suis passé par chez vous et j'étais très heureux de l'avoir vu. Alors, vous allez nous raconter une petite histoire, mais avant, quand même, c'est important de rappeler quelques chiffres. 19% des communes françaises sont soumises aux 2 lois, loi montagne, loi littoral. 99% en Corse. Et 70% sont soumises aux 2 lois. 70, communes sont soumises aux 2 lois. Quelles conséquences ça a sur le logement? Alors, je vous laisse nous conter votre anecdote ou votre histoire. Alors, bonjour à tous, cher président, chers amis. La conséquence est assez simple. La conséquence, pour un maire, c'est d'être capable de loger ses administrés. Dans nos communes littorales, chaque commune a un petit peu sa réalité. La problématique, c'est qu'en Corse, on a un territoire qui est très rural, même s'il est littoral, et on vient lui télescoper un certain nombre de jurisprudences, et notamment des jurisprudences qui sont faites dans les grandes agglomérations françaises. Une jurisprudence qui est particulièrement répétée, c'est une jurisprudence du Lavandou qui vient nous expliquer qu'on doit appliquer la loi d'une manière totalement égale sur l'ensemble du territoire. Donc un lotissement du Lavandou, je crois de plus de 700 villas, vient s'imposer dans des territoires ruraux où on ne parle que de quelques maisons. Moi, je suis le maire qui ne signe des permis que pour les touristes et qui dit à l'ensemble de mes administrés, vous ne pouvez pas faire votre maison. Alors, je vous raconte une petite anecdote. Je voulais faire une bande dessinée parce que on a essayé un petit peu tout pour communiquer et je me suis dit pourquoi pas vulgariser au maximum cette question. Ma bande dessinée, on est à Tsontes, donc c'est un village de montagne. On est à 1h et quart du bord de mer, mais on est dans une commune littorale. Donc vous avez une petite famille de gens du village et vous avez le père, la mère, les 2 enfants, la poussette, le monument aux morts, le panneau avec écrit « Mère 1h30 ». Et vous avez le père de famille qui voit le maire qui dit « Ojo maire, posso va megazagui ». Monsieur le maire, est-ce que je peux faire ma maison ici? Et le maire lui répond « Qui on ne sait pas mica va ». Ici, vous ne pouvez pas la faire, votre maison. Et pourquoi? Et il répond « Parce qu'ici, il y a la loi littorale ». Mais on est à 1h30 de la mer, je ne comprends pas. C'est comme ça. Et on voit le maire dépité. Le maire que je suis vit exactement la même scène. Là, on a la famille de touristes. On caricature, puisqu'on est dans un BD, les chaussettes avec les sandales parce qu'on est provocateur. Les mêmes enfants, mais un peu moins bien élevés, qui jouent au ballon avec le ballon qui va casser une vitre parce qu'on exagère. Et là, vous avez, avec le bon accent parisien, le touriste qui dit « Monsieur le maire, je peux faire ma maison ici ?» Et là, le maire lui répond, là, très désœuvré, lui répond « Oui, vous pouvez. » « Ah, mais je croyais que c'était dur de construire en Corse. » « Non, là, vous pouvez, il y a la loi littorale. » La problématique, c'est cette notion un peu de différenciation. Si la loi littorale est une bonne loi, sa traduction dans des territoires ruraux est assez difficile. Puisqu'on est dans les anecdotes, j'ai un ancien préfet qui vient chez moi et on essaye quand même de dépatouiller un petit peu ces questions d'urbanisme. Et il me dit, Monsieur le maire, il faut faire un PLU. Je
Oui, j'avais compris, mais je ne sais pas faire un PLU. Je ne sais pas faire un PLU pour mes administrés. Je sais faire qu'un PLU pour les touristes. Je ne comprends pas. Il me dit, combien d'habitants, Portopole? Portopole, c'est mon hameau du bord de mer. Et je dis, je ne sais pas beaucoup, une centaine. Et il a un petit geste de la main comme ça. Je dis, mais c'est 700 maisons. 100 habitants, 700 maisons, et c'est le seul endroit que je peux laisser constructible. Je suis entre 600 euros et 1000 euros, entre 600 et 1000 euros le mètre carré. Et les seuls endroits de ma commune, ce sont des endroits qui sont à destination des touristes. Alors, une fois qu'on a planté le décor, il faut quand même, à un moment donné, essayer de trouver une lueur d'espoir. Deux choses. Comment dire, Maître Spadone rappelait aussi, c'est notre absolu attachement à la propriété. Même si on ne sait pas la traduire, même s'il y a des titres lointains, on sait que ce terrain, c'est le nôtre. Mais au-delà de ça, la réalité de nos villages, c'est très souvent qu'on a du foncier, et que ce foncier, ben, un petit peu comme partout, on ne peut pas l'exploiter. Et chez nous, vous avez un phénomène simple. Ceux qui ont vendu peuvent continuer à vendre parce qu'ils ont densifié. Ceux qui n'ont jamais vendu un bout de terrain, qui veulent uniquement faire leur maison collée à celle de leurs parents, ne peuvent pas le faire, puisqu'on crée de la rupture d'urbanisation, et même au sein de l'urbanisation, ce qui est un nouveau, une nouvelle un petit peu réaction de l'État, et notamment des jurisprudences. Donc, on est dans une problématique où clairement, on abandonne nos administrés. Il y a une solution. En tout cas, le vice-président de l'association des maires que je suis milite auprès de la collectivité de Corse. Pour nous, il y aurait une solution. Alors, en Corse, on a un PADUC, les SRADET ailleurs. Et sur les 70 communes, vous avez cité, loi littorale, loi montagne, ça veut dire qu'on ne peut construire qu'en continuité d'une agglomération existante, de la densification. Vous avez, vous l'avez rappelé, 99% des communes corses qui doivent construire sur un modèle de ville. Pourtant, on est un territoire rural. Et ces 99, donc il y a les 2-3 copains qui ont la chance de ne pas rentrer dans ce cadre-là. Mais ce qui est gênant, c'est que quand on parle de, d'appréhender la loi de la même façon, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ailleurs c'est 19%. Et quand vous êtes dans des territoires très urbanisés, vous allez toujours avoir la possibilité de pouvoir construire, ce qui n'est pas le cas en Corse. Donc une solution, l'exemple de ma bande dessinée, c'est la solution, c'est la possibilité d'appliquer la loi montagne à Tsant, c'est l'exemple que je prenais tout à l'heure. Appliquer la loi montagne à Tsant, ça c'est possible. Maintenant, la loi Elan le permet, c'est-à-dire que c'est de pouvoir, dans le cadre du PADUC, le plan d'aménagement et développement durable de la Corse, de pouvoir différencier les lieux sur des communes qui sont très étendues où se chevauchent loi littorale et loi montagne, la possibilité de pouvoir appliquer la loi montagne. Vous allez me dire, la loi montagne, quelque part, c'est une loi qui est faite pour les stations de ski. C'est exactement la même loi. Oui, mais elle a cet avantage qu'elle définit les critères d'urbanisation d'une manière un petit peu plus souple que la loi littorale. Et notamment, la notion de hameau est conservée puisqu'elle a été supprimée dans le cadre de la loi littorale. Et il y a aussi cette notion de groupement d'habitation traditionnelle. Le groupement d'habitation traditionnelle, c'est quelques maisons qui répondent à des critères de vie, c'est-à-dire pas forcément la qualité architecturale, mais quand vous avez une dizaine de maisons avec des gens qui y vivent depuis des années, vous avez cette possibilité de pouvoir construire. Voilà, je pense que ça sera la solution. En tout cas, on milite pour que notre PADUC évolue en ce sens. Pour que vous ayez au moins la possibilité de bénéficier de la loi la moins contraignante des deux. Merci beaucoup, Monsieur Alfonsi. On peut les applaudir. Je vous invite à regagner la salle et puis j'inviterai tout à l'heure à me rejoindre pour la dernière séquence nos autres invités. Madi Souf, je vous laisse la parole. On va faire un retour d'expérience sur la situation à Mayotte qui, après la tempête Chigo, a encore beaucoup de choses à remettre au droit, à remettre
d'aplomb, et notamment sur les questions de propriété, de cadastre. On va voir ça. Je vous laisse venir à mes côtés si vous voulez. Merci. Tout d'abord, avant d'entamer mes propos, ou mon propos, je voulais juste ici saluer le maire de Bonifacio et le remercier de notre accueil et puis le féliciter aussi de son élection dans la continuité de nos travaux ou de notre association qui est l'ANEL. Mais remercier aussi, mon cher Yannick, de l'effort que tu as fait pour nous accompagner depuis, après Chido, que tu as pu mener deux missions au niveau de Mayotte pour accompagner justement ces communes dans le cadre de Chido, mais que je l'ai dit tout à l'heure hier lors d'un entretien, les mangroves à Mayotte qui ont beaucoup souffert par Chido. Mais je voulais aussi remercier ici particulièrement le président de l'Association de maires de France, M. Daniel Lisnard, qui aussi, aussitôt après Chido, m'a appelé s'il peut venir à Mayotte. Donc, il est pu venir à Mayotte dans des circonstances que vous connaissez. Lorsque Chido avait tout ravagé, il n'y avait plus d'hôtellerie, il y avait plus, même l'aéroport était détruit, les avions étaient très rares et ils avaient pu venir avec son équipe pour constater. Je vais vous dire une anecdote. Un chanteur chez nous a dit il faut être sur place pour voir ce qui se passe. C'est pourquoi Yannick et M. Lisnard sont venus sur place pour constater les dégâts qui ont été causés par Chido. Et M. David Lisnard a eu un petit recul parce que l'année dernière c'est-à-dire au mois d'avril 2024, était venu dans le cadre de la mission du président de l'AMF. Il a pu voir le dégât lorsqu'il est venu après Chido. Et pour continuer mes propos, je voulais ici quand même faire un petit historique de Mayotte sur 4 dates. 1841, je n'arrêterai pas de le souligner, Mayotte est française avant Nice et Savoie, mesdames et messieurs. 1974, Mayotte a voté pour se séparer des Comores, c'est-à-dire être français, rester français, pour être libre. 1977, l'installation des premières communes à Mayotte. Oui, mesdames et messieurs, 100 ans après ou 130 ans après, à Mayotte, les communes n'existent pas. C'est à partir de 1977 qu'on a installé les communes lorsque l'administration a pris à bras le corps pour que Mayotte puisse se développer. Donc, 2011, la départementalisation de Mayotte. Donc, je voulais juste rappeler ces 4 dates pour illustrer ou pour que vous maîtrisez ou vous voyez, parce que tout à l'heure, il y a un élu de Toulon qui me disait où se trouve Mayotte. Il nous a situés au Brésil, donc il était regrettable que pendant nos travaux, on ne fait pas illustrer un peu les Outre-mer où se trouvent et la participation des Outre-mer dans ce congrès de l'année. Pour continuer dans mes propos, mesdames et messieurs, il n'y a pas assez de logements, certes, à Mayotte, avant Chido, mais après Chido, c'est 80% de l'habitat qui était touché ou qui était détruit. Je l'ai dit tout à l'heure, Monsieur le Président Yannick, et ils étaient logés dans des maisons de particuliers, ils sont là, et que je les ai accompagnés pour trouver de logements pour qu'ils puissent loger malgré tous ces difficultés que nous avons. Et dans mon île Mayotte, 77% de la population vit sous le seuil de la pauvreté, ce qui rend le besoin un logement, toutes catégories confondues,
en particulier dans les domaines du logement social, plus que considérable. La crise du logement et du foncier, ça a été dit tout à l'heure sur les fonciers, une situation incontrôlable, incontrôlée et explosive. Parce que nous, la loi 1934 ou 1924, on nous disait que le Mahorais, là où il est, c'est chez lui. Ça a été dit tout à l'heure que vous n'êtes pas chez soi si vous n'avez pas un titre foncier. Donc c'est pourquoi, à les années 80, on a mis en place ce qu'on appelle la régularisation foncière. Cette régularisation foncière, parce que nous, à Mayotte, on a ce qu'on appelle le foncier domanial. C'est du foncier où il n'y a pas de titre. Donc ceux qui occupaient ces domaines pendant 10 ans, on les a fait appliquer ce qu'on appelle la régularisation foncière. Est venu s'ajouter, avec l'appui du sénateur Tani, ce qu'on appelle la CUF, la commission d'urgence foncière. C'est ce qui est dit tout à l'heure aussi dans l'indivisibilité. Pourquoi? Parce que tout ce qui était titré, il fallait attendre 30 ans d'occupation. Donc là, actuellement, on a réduit le temps, le trentennal par une loi décennale qui est alignée sur la logique du département sur la régularisation foncière, c'est-à-dire l'occupation de 10 ans, justification d'occupation de 10 ans pour qu'on puisse avoir le titre. Parce que c'est aussi une conséquence après Chido sur les assurances, parce que certes, les assurances, comme il veut de l'argent, on assure, mais quand il faut payer, il dit « Ah, mais le foncier ne vous appartient pas ». C'est ça ce que nous subissons actuellement à Mayotte. Et l'illustration de l'habitat insalubre à Mayotte, c'est 4 logements sur 10 se caractérisent par des constructions fragiles, maisons en tôle, ce qu'on appelle communément les bidonvilles, en bois végétal, selon l'étude de l'INSEE. Parce que, mesdames et messieurs, chez nous, tout est évalué, c'est-à-dire la population est évaluée, n'est pas comptée, même l'électricité qu'on paye, il est évalué, donc il est estimé, pardon, c'est tous des estimations. On n'a pas vraiment de compte ou de comptage vraiment de la population. Le dernier recensement revient en 2017 et on a une croissance de la population de 3% par an. Et comme vous le savez, ici tous, les collectivités perçoivent les dotations par rapport à la population. Or, on est sous-estimé par le comptage, par ce recensement. Donc voilà un peu la situation de Mayotte. Je disais concernant le logement, comme le temps, je peux continuer, 3 logements sur 10 sont sans eau courante ni électricité. 2 sur 3 des logements sont dépourvus du confort sanitaire de base, baignoire ou douche, toilette, donc 40% des logements en dur et la quasi-totalité des maisons en tôle. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. 4 logements sur 10 sont en tôle et 3 sur 10 n'ont pas d'eau courante. Il convient de noter qu'il s'agit là d'un constat établi avant le cyclone Chido. Donc, après le cyclone Chido, face à cette situation catastrophique en matière de logement, il est urgent que les pouvoirs publics et les collectivités locales prennent ce problème à bras-le-corps afin d'envisager des solutions rapides et adaptées à la crise du logement. Merci beaucoup, monsieur le maire. La situation, en effet, est dramatique. Alors, Daniel Gibbs va nous rejoindre et va prendre également la parole maintenant pour voir quelles sont les pistes, les solutions, qu'est-ce qu'on peut déjà commencer à mettre en place. Vous avez une mission d'accompagnement auprès des élus, au titre de l'ANEL, mais je vous laisse nous en dire un peu plus. Merci.
Avant tout, mesdames et messieurs, chers amis, alors la régie, il va falloir m'aider parce que moi, je n'ai pas une voix qui porte, donc je vais vous demander ce petit effort. Merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord, avant de commencer à répondre à cette question, de remercier toute l'équipe qui est autour de cette organisation. Yannick, leur président, jusqu'à, je crois, monsieur le maire, vous avez dit jusqu'à vendredi. Donc Yannick, merci pour ceci. C'est mon premier déplacement sur un congrès de l'ANEL et j'espère que ça ne sera pas le dernier. Bon, en tous les cas, j'ai beaucoup apprécié tout le travail qui a été fait pour tous les élus qui sont ici présents. Fait et mené d'une main de maître avec tes colistiers. Tous, je vais peut-être en nommer certains que je connais très bien, Alain, Thomas, Cola, etc. Mais en tous les cas, toute l'équipe. Merci et bravo. Je vous demande même de peut-être les applaudir. Monsieur le maire et donc cher futur président, quelques mots aussi. Merci de nous accueillir dans votre belle ville. J'adore cette ville. On y passe un bon moment. On travaille beaucoup. Mais on a apprécié votre accueil et je tenais aussi à vous remercier et je reviendrai en touriste, je vous le promets, que vous pouvez aussi remercier. Je pense qu'on a tous été contents de la manière dont on a été accueillis. Je voudrais dire à Maître Spadoni, parmi les solutions que vous avez évoquées, nous sommes dans la même profession aussi. Dans un passé, j'ai été également notaire. Et c'est la prescription acquisitive. Et c'est marrant parce que pour régler le problème des titres, et c'est là-dessus que j'avais fait mon mémoire lorsque j'ai passé mon diplôme de notaire. Et la prescription acquisitive est quelque chose qui peut résoudre tous ces problèmes d'indivision et tous ces problèmes de famille qui n'ont pas de titre de propriété. Mais j'en reparlerai un petit peu dans mon explication. Ensuite, je voulais dire au maire, M. Alfonsi, que j'ai été aussi très touché par son histoire. Et ça me prouve une chose. Comme l'a dit Yannick, je crois, dans son introduction avant-hier, il disait, en parlant de la loi du littoral, qu'il y a dans la loi du littoral, corrige-moi si je me trompe, protection et développement. C'est bien la preuve, lorsque j'ai entendu monsieur le maire parler, qu'il y a la loi et l'esprit de la loi et qu'il faut savoir adapter par rapport aux situations et nos territoires. D'ailleurs, j'aimerais bien compter la Corse parmi l'outre-mer aussi, parce que vous êtes dans les mêmes conditions que nous. C'est un grand débat, on pourra en parler, mais il faut que les lois soient véritablement adaptées à nos territoires, car il y a des absurdités qui en ressortent et des applications de lois parisiennes qu'on nous applique sur nos territoires et qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est dit. Alors, nous sommes quand même ici réunis aujourd'hui autour d'un sujet qui dépasse les chiffres et les textes administratifs. Madi a été très technique, a porté les chiffres, je vais rester un petit peu plus philosophique. C'est celui du logement et du foncier. Et moi aussi, je vais raconter une petite histoire, car dans nos territoires insulaires et ultramarins, ces mots ne sont pas abstraits. Ils incarnent une histoire, des racines, une dignité et une promesse faite à nos générations futures. Un toit et une terre reconnue ne sont pas seulement des biens matériels. Ce sont les conditions de la confiance et de l'avenir d'un peuple. Je parle avec l'expérience de Saint-Martin, qui a traversé l'épreuve de l'ouragan Irma en 2017. J'étais alors président de la collectivité de Saint-Martin. En une nuit, 95% du bâti a été détruit. Toutes, je dis bien toutes les familles ont été touchées. Certaines ont tout perdu. Leur maison, leur travail, leur dignité, parfois même jusqu'au droit d'exister sur leur propre terre. Je me souviens encore de ces paroles simples mais déchirantes. Où veux-tu que j'aille, Monsieur le Président? Ici, c'est chez moi, même si tout est détruit. Ces mots me reviennent chaque fois que je réfléchis aux enjeux fonciers et au logement. Ils m'accompagnent encore aujourd'hui, alors que je interviens à Mayotte pour l'ANEL. Car ces situations se font écho. À Mayotte, comme à Saint-Martin et bien d'autres territoires français, l'incertitude foncière, les occupations informelles et la précarité du logement menacent non seulement le quotidien des habitants, mais l'équilibre social et économique
tout entier. La première exigence est claire, sécuriser le foncier. À Mayotte, près de 75%, vous avez dit 80 tout à l'heure, des constructions sont irrégulières. Et cette réalité ne touche pas seulement les particuliers. Même certains édifices publics ne disposent pas de titre de propriété. Le cadastre y est inachevé, ce qui nourrit l'incertitude et empêche de construire, de transmettre et donc d'investir. Pour y répondre, plusieurs leviers sont essentiels. La régularisation simplifiée par prescription trentenaire pour reconnaître les droits de celles et ceux qui vivent sur une parcelle depuis plusieurs générations, car la légitimité se trouve aussi dans l'histoire vécue. L'immatriculation d'office des parcelles au cadastre, afin d'apporter clarté et sécurité. La reconnaissance des droits coutumiers, qui ne sont pas du folklore, mais un véritable système de régulation sociale et familiale. À Mayotte, cette reconnaissance est vitale. Le déblocage des successions figées, parfois depuis 50 ans, avec des médiateurs fonciers et un accompagnement juridique. La création d'un guichet unique, capable de délivrer un titre de propriété en quelques mois et pas après des années. Sans sécurité foncière, il n'y a pas de stabilité. Mais cette sécurisation n'est pas seulement sociale, elle est aussi économique, je l'ai dit. Le littoral concentre nos hôtels, nos restaurants, nos entreprises. C'est la zone de vie et de développement de nos îles. Bloquer son usage ou laisser régner l'irrégularité, c'est fragiliser le tourisme, l'emploi et donc les recettes locales. Une autre exigence, celle de concevoir un urbanisme d'adaptation et pas d'interdiction. Après Irma, nous n'avions pas besoin des plans théoriques venus de Paris. Avec ces cartes rouges et bleues interdisant de rebâtir, vous l'avez compris, on parlait du PPRN, le plan de prévision des risques naturels, nous avions besoin d'une méthode adaptée, d'un urbanisme agile qui prenne en compte les réalités locales et qui redonne confiance aux habitants. À Mayotte, les élus ont exprimé la même exigence après le cyclone Chido. Refuser la reconstruction à l'identique, mais privilégier une reconstruction qualitative, intégrant un véritable rattrapage structurel. Construire un urbanisme d'adaptation, c'est protéger immédiatement les zones habitées par des abris résistants, sécuriser les réseaux d'eau, d'électricité et de communication, accompagner la reconstruction avec des matériaux durables et accessibles, soutenus par des subventions. Construire un urbanisme d'adaptation, c'est associer la formation des jeunes via des chantiers écoles diplômants pour que la reconstruction devienne un levier d'emploi. Construire un urbanisme d'adaptation, c'est planifier des quartiers pilotes conçus avec les habitants, intégrant la gestion de l'eau, des espaces communs et des loyers compatibles. Enfin, c'est aussi introduire, on en a parlé un peu tout à l'heure, un bonus de constructibilité, favoriser la densité verticale plutôt que l'étalement, afin de mieux utiliser le foncier disponible. Ce que les populations refusent, ce n'est pas la sécurité, c'est l'injustice. Là où l'interdiction sans alternative réaliste fabrique de la colère, l'accompagnement avec des solutions concrètes construit de la résilience, du dialogue et de la confiance. Il nous faut aussi aborder la question capitale de l'assurance. On en a parlé hier dans un atelier. Dans nos territoires insulaires, le littoral n'est pas un choix. C'est l'espace de vie, d'activité et de développement économique. Nos hôtels, nos restaurants, nos entreprises s'y trouvent, tout comme nos habitations. Or, de plus en plus de familles et d'entreprises ne peuvent plus s'assurer, faute de moyens ou à cause de conditions devenues trop lourdes. Les primes explosent et les assureurs se retirent. La conséquence est dramatique. Des milliers de foyers et d'entrepreneurs vivent sans filet de sécurité, exposés à des risques climatiques et sociaux croissants. Après Irma à Saint-Martin, j'ai vu des habitants incapables de reconstruire faute d'assurance. À Mayotte, après le cyclone Chido, le constat est le même. Ce que j'évoque aujourd'hui prolonge directement les échanges de l'atelier Assurance des collectivités, tenu hier. Mais il s'agit ici d'élargir cette réflexion
Au-delà des communes, ce sont les habitants et les entreprises qui doivent avoir accès à une assurance adaptée. Sans cela, l'avenir reste suspendu à chaque alerte cyclonique. Mais il faut aussi comprendre les contraintes des assureurs. Le marché en Outre-mer est concentré autour de quelques acteurs, Allianz, Generali, Groupama, qui absorbent des charges de sinistres considérables. L'augmentation des seuils de rétention imposés par la Caisse centrale de réassurance depuis janvier 2025 les oblige à supporter davantage de pertes avant de bénéficier de la réassurance publique. Dans un contexte où les marchés privés se ferment, la soutenabilité économique de l'offre est menacée. Nous devons donc agir sur deux fronts. Donner plus de souplesse aux assureurs pour qu'ils puissent continuer à couvrir nos territoires, renforcer la solidarité nationale afin que les Outre-mer, en première ligne face au changement climatique, ne soient pas laissés seuls à affronter les catastrophes, d'autant qu'ils contribuent pleinement à l'effort national lorsque les risques touchent l'Hexagone. Concrètement, il s'agirait d'abaisser les seuils de rétention de la CCR pour redonner de l'oxygène aux assureurs en Outre-mer. Mettre en place un fonds de solidarité pour les sinistrés non assurés, strictement encadré. Produire des guides méthodologiques simplifiés pour l'utilisation du fonds Barnier, aujourd'hui inaccessible à de nombreuses communes, mais inaccessible aussi parce qu'il n'y a pas de titre de propriété. Développer un pool assurantiel ultramarin associant État, collectivités et opérateurs privés pour mutualiser les risques. Généraliser l'assurance habitation et entreprise avec des incitations adaptées et des contrats clairs, accessibles et socialement justes. Car la sécurité ne se limite pas à un titre de propriété ou à un mur en béton. Elle inclut aussi la certitude que l'on pourra rebâtir demain. Et cette certitude passe par un acte assurantiel renouvelé, conjuguant soutenabilité économique pour les assureurs et protection effective pour les populations. Enfin, aucun de ces chantiers ne peut aboutir sans un partenariat solide avec l'État. À Mayotte, les maires ont exprimé leur frustration face à une gouvernance de crise trop verticale, marginalisant les élus locaux. Ils demandent une gouvernance adaptée et partagée. Il s'agirait donc, ici, de lancer un audit clair des compétences entre État et collectivités, instaurer une méthode de co-construction permanente dans les politiques de logement et de foncier, adapter la loi ZAN au contexte insulaire pour qu'elle ne bloque pas davantage la planification. Un État prescripteur qui impose sans dialogue crée du rejet. Un État partenaire qui reconnaît l'intelligence du terrain, vous voyez ce que je veux dire, ouvre la voie à la réussite collective. En conclusion, je vous dirais que nos territoires littoraux et insulaires ne sont pas condamnés à subir. Ils portent en eux une énergie, une créativité, une capacité de résistance qui ne demande qu'à être reconnue et soutenue. Ce que nous avons vu à Saint-Martin après Irma, ce que nous voyons à Mayotte, c'est cette force du peuple, cette résilience, cette dignité qui persiste, même dans le chaos. Notre responsabilité en tant que décideurs, élus, partenaires, est de transformer cette force en avenir, non pas en empilant des règlements ou des interdictions, mais en ouvrant des chemins de confiance et de liberté. Si nous savons écouter, si nous savons adapter et surtout croire en nos propres territoires, alors la crise du logement et du foncier ne sera pas une fatalité. Elle deviendra le levier d'une nouvelle vitalité pour nos rivages, une vitalité faite de justice, de solidarité et d'espérance. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup sur la situation à Mayotte et les pistes de résolution. Je vous en prie, je vous laisse rejoindre la salle et puis nous allons pouvoir arriver à cette troisième séquence. On va parler de location saisonnière et de meublé. Alors je vais demander à Jean-Charles Osucci de me rejoindre, ainsi que Norbert Samama. Et puis
Je vais également demander à Clarisse Dautria de monter avec nous. Voilà, on peut les encourager. Merci beaucoup. Bien. On va parler de location saisonnière et meublée avec deux dimensions. D'abord des retours d'expérience et puis des décisions fortes qui ont pu être prises face à un constat de tension, de difficulté. Et je vais commencer par vous, Jean-Charles Ossouch. Vous êtes vous dans une ville qui a une forte tension. Vous avez pris des décisions radicales. Est-ce que vous pouvez nous partager d'abord la nature de ces décisions ? Donc bonjour à toutes et à tous. Donc j'interviens là bien évidemment en tant que maire de Bonifacio. En tant que maire, on est bien d'accord. On est bien d'accord et j'aurai quelques mots à dire par la suite. D'abord, c'est difficile d'intervenir maintenant. Vous savez, je faisais la remarque à mon ami Robert il y a 2 secondes. Je me disais, je vais monter sur cette scène et je vais aller expliquer, pardonnez-moi, mes problèmes de riches. Quand on intervient après ce que je viens d'entendre, et c'est bien pour ça d'ailleurs que je pense que ce type de congrès a une utilité. Quand j'entends, et Robert me faisait valoir les conséquences que peut avoir l'habitat sur d'autres pans de la vie chez nos amis ultramarins, ne pas avoir d'eau, ça veut dire ne pas avoir les écoles ouvertes, ça veut dire que des enfants n'ont plus accès à l'éducation, c'est un problème de santé publique, et j'entends, quand nos amis d'outre-mer souffrent des conditions climatiques, on se retrouve avec des chiffres. Je me suis fait une réflexion quand j'entendais ce qui aujourd'hui est la situation de Mayotte. Ça veut dire que c'est la Corse où on se plaint souvent, je le dis, c'est pour ça que ça a une utilité pour, je dirais, les élus qui sont ici, mais c'est dommage qu'on n'ait pas des grands rassemblements d'élus qui expliquent la situation de leur territoire avec des gens de territoire venant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en Corse, on va expliquer que tout va mal, tout est catastrophique, que les élus ils servent plus à rien, qu'il n'y a pas de réponse, et puis on vous entend, et on entend les chiffres. Moi, je pense que les chiffres que j'ai entendus tout à l'heure, j'aimerais bien faire une petite expertise. Ça doit être la Corse du XVIIIe siècle. Et ça, aujourd'hui, quand on est un citoyen français dans une république, c'est pas acceptable. Ça veut dire que, y compris dans ce qu'on va dire maintenant autour de cette table, avec des revendications de moyens supplémentaires pour atteindre des objectifs qui sont extraordinaires, je crois qu'il va falloir l'accepter. Il va falloir que je l'accepte moi aussi, élu corse, c'est que je suis peut-être pas la priorité de la nation. Il y a aujourd'hui des gens dont on dit qu'ils sont français et qu'ils ont vocation à le rester, qui sont à 100 000 lieues d'avoir les avantages que j'ai. Et je le dis, dans ce que nous aurons à faire ensemble, je pense qu'il faut qu'on se le dise nous aussi, élus des littoraux, défendant les littoraux, mais il faut qu'on ait un petit peu ça à l'esprit. Et je sais qu'Yannick Moreau avait pris à bras-le-corps cette question et avait cette vision chevillée au corps, et j'aimerais bien, je le dirai tout à l'heure, qu'il en soit ainsi. Pour revenir à la question... C'est important que vous l'ayez précisé. En effet, le décalage est tel... Exactement. Le décalage est tel que j'étais... Je ne vais pas dire mal à l'aise, je ne vais pas battre ma coulpe d'avoir un territoire qui réussit à être attractif, très grandement attractif, peut-être des fois trop attractif sur cette question-là, puisque on va rentrer dans les chiffres. J'ai la chance d'être sur une commune où aujourd'hui 55% des logements sont des logements secondaires. Des chiffres, 45%, vous l'avez donc compris, des habitants permanents. Des chiffres, et je suis à 55%, et la trajectoire que nous étions en train de prendre, c'était 60, 70%, et nous allions à une catastrophe. Une catastrophe pourquoi ? Et là aussi, je vais vous dire, je suis à l'aise pour le dire ouvertement, il n'y a plus de droite, il n'y a plus de gauche. En Corse, je rajouterais, il n'y a pas de nationalistes. Une situation où quand vous arrivez à 80% de gens qui ne sont pas sur votre commune, vous vous dites, mais je sers à quoi ? Pour qui je vais travailler si à la fin, il n'y a plus de Bonifaciens qui vivent à Bonifacio, il n'y a plus de Bretons qui vivent en Bretagne, il n'y a plus de Basques qui vivent au Pays Basque. Je veux dire, on serait sur un monde où on aurait raté notre mission. Donc moi, face à ce constat, lorsque je propose à mes élus, toutes tendances confondues, bien évidemment, ils votent la mise en place de la loi Le Meur. Et excusez-moi, je fais aussi une petite digression. Je vous remercie de m'avoir donné la parole pour cette intervention-là, puisque ça me ramène quand même il y a 2 ans au Gros du Roi. Et là aussi, par contre, je vais donner là une note d'optimisme.
au Gros du Roi, je suis intervenu sur cette thématique-là. Je suis intervenu face à Dominique Faure, qui était ministre, en disant il faut nous aider, il faut qu'il y ait une loi dans la République qui autorise aussi à différencier aujourd'hui dans nos documents d'urbanisme la maison principale de la maison secondaire. Eh bien, moi, je suis heureux de dire que le travail de l'ANEL, de son président, de ses administrateurs, avec d'autres associations d'élus, a permis de faire entendre à la représentation nationale cette nécessité que nous avions, ce besoin que nous avions de réguler, d'encadrer. Et je crois que voilà, de se retrouver une fois par an, de faire un travail constant, d'aller convaincre dans les territoires, ça nous permettra aussi de nous faire entendre de la représentation nationale où qui va, dans ces cas-là, nous apporter une réponse concrète à nos difficultés? Je vous l'ai dit, 55% de maisons secondaires. Vous m'avez dit en quoi on a été, entre guillemets, courageux à Bonifacio. Ben, on fait partie de ces communes, et il y a d'autres élus qui sont dans la salle. Il y a eu d'autres élus en montagne, il y a des élus ici, qui ont pris à bras-le-corps cette loi Lemeur et qui ont décidé de mettre en place cette servitude sur les maisons secondaires. Et ça, voilà, c'est là où on a été, entre guillemets, courageux. Pour l'instant, nous sommes la seule commune de Corse à avoir décidé de le faire et à l'avoir annoncé. Et pour que vous compreniez bien le sens politique que ça peut avoir. Dans mes relations avec le président Gilles Siméon, que vous avez entendu de la région Corse il y a quelques jours, des fois elles peuvent être à géométrie variable. Gilles, au-delà de l'amitié que nous avons depuis 30 ans, en politique, nous pouvons avoir des appréciations variables. Au moment où la commune de Bonifacio faisait son plan local d'urbanisme, nous nous étions fixés 2 objectifs. Le soutien de l'État, et je pense que c'est le cas au jour d'aujourd'hui, et le soutien de la collectivité de Corse. Siméon, et c'est logique, fidèle à sa feuille de route de président de l'exécutif souhaitant réguler ces questions de foncier en Corse, n'a pas conditionné son soutien à la mise en place de la loi Lemeur. Mais je ne vous cache pas, et il me l'a dit devant mes élus mardi après-midi lorsque nous avons fait une réunion de travail à Bonifacio. Il m'a dit, mon rapport à la mairie de Bonifacio, il est en tout cas aujourd'hui très très favorable depuis qu'en matière d'urbanisme, depuis que vous avez fait le choix de vous attaquer à ce phénomène et d'aller dans ce sens-là. Je le répète, les meublés touristiques à Bonifacio, qui sont en train de prendre une part de plus en plus croissante, 43% de l'habitat est dédié à cela, pendant que les autres chiffres, hôtellerie 1%, maison, je dirais résidence principale 10%, ils sont dans ma pochette, je vais pas vous sortir le chiffre maintenant, mais si je vous dis en plus que ces maisons qui sont aujourd'hui à vocation touristique sont détenues à 70% par des personnes physiques, mais si je vous dis que ces maisons sont tenues à 50% par des gens qui ne vivent pas sur le territoire de la commune de Bonifacio, je vous laisse imaginer la trajectoire. Si on ne fait rien, si la puissance publique n'intervient pas dans un équilibre, je vous laisse imaginer ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, la Bretagne, non seulement il n'y a plus de Bretons, mais en plus ils possèdent même plus leur maison. Et ça, je crois que personne ne peut l'accepter. Et j'y reviens, qu'on ne se méprenne pas. Il n'y a aucune attaque de ma part, pour ceux qui me connaissent et qui connaissent ma municipalité, contre la maison secondaire. Nous sommes très fiers des retombées économiques que représentent ces maisons secondaires dans notre territoire. Lorsque vous avez la chance, comme moi, et c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu difficile d'enchaîner de cette manière après les discours que j'ai entendus, mais lorsque Calalongue, Spérone, vous avez des gens qui vivent sur ma commune et qui acceptent de faire du mécénat à hauteur d'1 200 000 € sur 2 ans, vous pouvez pas, excusez-moi, cracher sur la maison secondaire, quand on sait les retombées économiques que ça représente. Mais tout est question d'équilibre. La vie, je pense, elle est basée sur l'équilibre. Et c'est là où, je répète, nous avons pris ces décisions. On va donc sur le Airbnb, première étape, faire un diagnostic. Et ça, je le dis en 2 mots. Donc, le volet loi Lemeur nous autorise aujourd'hui à avoir un numéro d'enregistrement, nous autorise à avoir une vue sur les changements de destination. Ça, c'est la première mesure que nous avons prise pour connaître notre territoire. Parce que pour prendre une décision intelligente, il faut connaître son territoire. La deuxième phase que nous aborderons avec mes amis du conseil municipal et avec la population, c'est que là encore, dans cette idée d'équilibre, une personne qui possède un bien à la location touristique, on peut considérer, et on le considère encore, ce que c'est lui permettre de mettre un peu de beurre dans ses épinards. Quand on commence à avoir quelqu'un qui a 5 ou 6 appartements,
Là, on a changé de monde. On n'est plus dans un couple qui met du beurre dans les épinards. On est dans quelqu'un qui fait du commerce. Je jette pas la pierre. Je dis simplement qu'à partir de ce moment-là, il faut encadrer. Et grosso modo, pour faire court et pour pas trop monopoliser la parole, c'est l'idée qui a été la nôtre. Sur un territoire comme le nôtre qui est hyper attractif aujourd'hui, qui peut aller de l'avant, et je le dis aussi d'ailleurs pour nos amis qui ont déjà une maison secondaire, certains me disent mais ils vont vivre ça comment? Alors je vous explique, hein, ceux qui ont déjà leur maison secondaire à Bonifacio, ils le vivent très bien parce qu'ils ont très bien compris qu'en créant la rareté, eh ben, leur maison elle a encore plus pris de valeur. Et je vous le dis parce que les journalistes vont systématiquement poser la question, monsieur le maire, est-ce que vous n'êtes pas tiré une balle dans le pied en interdisant la construction parce qu'il y a la taxe locale d'équipement qui va diminuer? Alors j'explique simplement que je mise, et c'est là où on va rester un peu sur le recul, parce que cette loi Le Meur qu'on met en place, si demain on a la conviction que ça va dans le bon sens, je le dis quand même ici très clairement, on fera un bilan dans 4-5 ans. Si on s'est totalement trompé, on n'a pas écrit non plus la Constitution, on pourra toujours reculer, je le dis tranquillement. Mais si on a eu raison, tant mieux. Mais je dis cette loi Le Meur, c'est vrai qu'elle va peut-être avoir un impact sur la taxe locale d'équipement, mais je vous le cache pas. Je mise sur la taxe sur les plus-values. Parce que tout simplement, les maisons qui seraient vendues, elles se vendent quand même sur mon territoire, elles vont se vendre plus fortement. Et j'y viens aussi, parce que ça peut inquiéter le monde de l'entreprise. Quand vous avez des maisons, hier j'ai été avec Robert faire un peu le tour de la commune, il y a des maisons secondaires de très haut niveau mais qui ont été construites il y a 50 ans. Je sais aussi que mes entreprises doivent s'adapter au marché et devoir envisager la réhabilitation de ces maisons et les remettre en état ou voire les raser et les reconstruire. Ça fait partie des défis qu'on s'est fixés. Donc voilà, l'état d'esprit qui est le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on est avant tout des élus du territoire servant nos populations, et il faut maintenir cet équilibre, et à la fois il faut être capable de se projeter, et c'est pour ça que nous avons fait ce choix. Certains le trouvent courageux, je vous dis sincèrement, hein, j'ai plutôt beaucoup de personnes, et je répète, toute conviction politique convaincue, qui nous ont félicités pour vous dire vous avez fait le bon choix. Maintenant, je le répète, on n'est pas des dogmatiques au sein de la municipalité. On va regarder comment tout ça évolue. Mais je pense que voilà, il faut se dire qu'on a la chance d'avoir des territoires attractifs. On a la chance d'avoir une ambition économique, sociale, environnementale. Mais que malgré tout, tout est histoire aussi de régulation et la puissance publique. Et je pense à l'échelle la plus pertinente, parce que je termine là-dessus. Je crois fidèle à l'ANEL et à l'esprit de l'ANEL. Il ne s'agit pas d'avoir quelque chose qui est imposé ni par Paris, pardonnez-moi, ni par Ajaccio, mais il suffit simplement de confier aux maires, aux intercommunalités, ces choix-là qui me paraissent être les choix les plus pertinents au plus près du citoyen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire, monsieur le président. C'est très clair et ça me permet de renvoyer la question directement à Norbert Samama, qui est donc maire du Pouliguen et qui, en dehors de s'être fait reconnaître sur les ondes radiophoniques en début de semaine, a aussi la problématique et vous avez appliqué aussi des règles strictes sur le territoire du Pouliguen. Est-ce que vous pouvez nous préciser ce que vous avez ? Juste avant que Robert intervienne, je voudrais juste dire une chose. Vous avez devant vous celui qui m'impressionne toujours sur ces questions-là. Il connaît parfaitement son sujet. J'en apprends toujours beaucoup à l'écouter. Donc voilà, si à la fin de la séance, vous avez des questions, vous posez de savoir où est-ce qu'on va, comment on fait, je peux vous dire qu'avec Norbert, vous allez avoir la personne qu'il faut. C'est simplement ça que je voulais. Merci Jean-Charles, mais c'est terrible ce que tu viens de dire. Tu viens de me mettre une pression horrible. Alors on peut le dire simplement aussi. On peut le dire très très simplement. Oui, très simplement. Déjà, je rejoins parfaitement et totalement le propos de Jean-Charles. D'une part, parce que ce qu'on entend aujourd'hui ici, ça nous amène à une certaine humilité. Et je crois qu'on relativise quand on voit les situations qui se passent ailleurs. Alors, je sais qu'on est l'association nationale des élus des littoraux, mais quelque part, on a un seul littoral. Quand je dis un seul littoral, il n'est pas question, quand on a un seul littoral, de laisser à l'abandon qui que ce soit ou derrière nous à la traîne. Et là, aujourd'hui, on a aussi une vraie responsabilité. Et cette responsabilité, je dois le dire, depuis que j'ai adhéré à l'ANEL, je n'ai jamais vu une association qui assumait aussi bien cette responsabilité. Donc, merci à Yannick, bien sûr, mais merci à Jean-Charles de poursuivre dans cette voie. Alors,
clairement sur la question de la loi Le Meur, mais au-delà de ça, des meublés de tourisme. Pour tout vous dire, on avait la chance d'être à la première place du podium en tant que commune du Pouliguen. Quand je vous dis première place du podium, la commune la plus vieille de France. Alors c'est vrai qu'il y a des podiums dont on aimerait se passer, mais c'était un podium qu'on occupait d'une part parce qu'on perdait une population de résidents principaux d'environ 2,6% par an, ce qui était énorme. D'autre part, nous avons 60% de résidents secondaires, ce qui est énorme, et avec un prix du foncier qui avoisine en moyenne 7 500 € du mètre carré. Donc autant vous dire strictement inaccessible à nos habitants qui eux-mêmes, le cœur déchiré, devaient quitter la commune. Et mon premier acte, ma première sensibilisation à ce sujet, qui a été très fort, c'est quand j'ai des votants qui sont venus. Alors j'ai été élu en 2020, l'élection suivante était une élection présidentielle, si mes souvenirs sont bons. Et à cette première élection, j'ai des électeurs qui sont venus face à moi, qui ont pris leur carte d'électeur, qui l'ont déchirée. J'étais jeune maire, je venais d'arriver, qui l'ont déchirée, qui me l'ont jetée à la figure en disant « Oui, c'est bien, mais nous, on votera plus, on est dégoûtés, on s'en va, vous nous avez rien trouvé pour nous loger sur place. » Ça fait à peine 8 mois que j'étais arrivé, et le sujet, il était là. Donc, très clairement, nous avons pris toutes les dispositions qui nous étaient possibles de prendre. Et en matière de meublés de tourisme, nous avons été très vite. Nous avons adopté immédiatement la réglementation de Saint-Malo. La réglementation de Saint-Malo, c'est quoi ? Bien, c'est très simple. En réalité, c'était de mettre un enregistrement obligatoire. C'était d'établir des zones dans lesquelles il n'était pas possible de dépasser un pourcentage de meublés de tourisme. Nous avions fixé un seuil sur notre commune, sur la totalité de notre commune, d'un maximum de 6% par rapport au nombre d'habitations existantes, de 6% maximum de meublés de tourisme. Nous avions engagé cette obligation de déclarer le meublé de tourisme. Nous avions initié aussi l'obligation de se coller au règlement de copropriété et de demander effectivement si la copropriété acceptait ou pas qu'il y ait un meublé de tourisme à l'intérieur d'un logement collectif. Nous avons initié toutes ces mesures de telle manière que tout de suite, nous avons essayé de donner un coup de frein au meublé de tourisme. Mais il était clair que nous étions dans une situation juridique incertaine, d'autant que la jurisprudence, d'autant que la réglementation de Saint-Malo était devant les tribunaux avec Airbnb et que nous étions supposés faire l'objet du même contentieux, ce qui n'a pas été le cas puisqu'il y avait une jurisprudence qui était attendue. Alors, pourquoi cette action et pourquoi d'autres actions ? Il faut se dire aujourd'hui, mais je vais rejoindre un propos qui est très important, c'est l'équilibre. Aujourd'hui, quand on a une commune comme la nôtre, nous sommes en déséquilibre démographique complet. Et c'est cette recherche d'équilibre qui nous a guidés, ce pragmatisme. Ce pragmatisme qui est aussi le propre de l'ANEL, c'est-à-dire un pragmatisme transpartisan. Aujourd'hui, la question ne se pose pas, et je rejoins totalement Jean-Charles, il ne se pose pas en termes de gauche, de droite, peu importe. Aujourd'hui, il se pose en question d'équilibre. Et le propre des politiques publiques, c'est l'anticipation. Et l'anticipation, c'est de se dire que quand on sort un texte, on en cherche la cohérence. Et quand je vous dis ça, je pense qu'aujourd'hui, et c'est là où il faut que nous développons une vision très écosystémique des choses, quand je vous dis ça, nous avons un axe vertical qui est une démultiplication des textes et des lois. J'entendais Daniel qui disait tout à l'heure, on a une incohérence dans les territoires ultramarins en termes de législation, de réglementation. Je crois que la totalité de notre territoire aujourd'hui, par l'inflation législative, par l'inflation réglementaire, par le manque d'anticipation et de cohérence, connaît aujourd'hui des injonctions contradictoires qui font que nous sommes dans un manque de cohérence complet. Et quand je vous dis ça, c'est sur cet axe vertical, vous mettez toutes les lois qu'il faut savoir interpréter.
interpréter et cumuler la loi littorale, bien sûr, on en a parlé, mais la loi climat et résilience avec le zéro artificialisation nette, c'est la loi SRU dont il faut aussi tenir compte. Voilà, sur l'axe vertical, mais sur l'axe vertical, vous pouvez rajouter les documents d'urbanisme, du SRADET, bien sûr des PLUI, des PLU, mais du SCOT, tous ces documents qui viennent se cumuler aussi en matière d'habitat avec les programmes locaux d'habitat, les PLH. Donc si vous mettez tout ça sur un axe vertical, vous vous dites déjà, là, chercher la cohérence des textes, c'est extrêmement compliqué. Et puis, quand je dis une vision écosystémique, vous prenez un axe horizontal. En réalité, toutes nos problématiques et les communes littorales sont un concentré des problématiques de nos territoires. Pourquoi c'est un concentré? Parce que non seulement nous avons toutes les lois, mais si vous prenez sur un axe horizontal, vous mettez toutes les thématiques qui nous touchent, ce sont des thématiques démographiques. Pourquoi démographiques? Parce que la pression est extrêmement forte sur nos territoires. Il faut vous dire que 80% de la population mondiale souhaiterait ou est supposée habiter d'ici 2050 à moins de 80 km des côtes. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc, sur cet axe horizontal, nous avons toutes les problématiques qui se posent en matière de risque, en matière de ressources, donc en matière de préservation du cadre de vie, de la biodiversité, et bien entendu, le sujet de l'érosion. Avec, et quand je dis des risques, il y a les risques de surmession, les risques d'érosion. Donc, quand vous prenez ces deux axes, l'axe vertical, l'axe horizontal, vous faites un ensemble, nous sommes dans une complexité qui est rare. Et c'est là où je vais rejoindre à nouveau le propos de Jean-Charles, qui est aussi le propos introductif de Yannick Moreau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le propre des politiques publiques, c'est l'anticipation. Il n'y a pas de bonne anticipation s'il n'y a pas de vision cohérente. Aujourd'hui, on sent bien que la vision cohérente ne nous vient pas d'en haut. Il y a 2 ans, nous étions à Lorient. Je parlais en matière de logement de bombe sociale. Oui, nous sommes dans une situation de bombe sociale. Mais quand on fait le ZAN, qu'on n'anticipe pas le fait qu'il va y avoir une pression foncière supplémentaire, donc du foncier plus cher, plus inaccessible, et qu'en même temps on doit répondre à la loi SRU et loger et produire du logement locatif social. Et qu'en même temps, on doit se concentrer sur le fait qu'il faut loger nos habitants principaux en priorité, eh bien là, demain, cette bombe sociale, elle est là. Et c'est là où je dis que quand on a une loi climat-résilience, on parle du ZAN. Je suis pour le ZAN. Vous voyez, je ne m'en cache pas, je suis pour le ZAN. Mais à ce moment-là, on se donne les moyens du ZAN. C'est-à-dire que, vous l'avez dit, et c'est un intitulé de cette table ronde, c'est la crise du logement et du foncier. C'est-à-dire qu'en termes de politique publique, aujourd'hui, il faut nous donner les moyens de mettre en place des stratégies foncières pertinentes. Et nous ne pouvons pas le faire au prix du foncier sur nos littoraux si nous n'avons pas des aides de l'État qui soient en correspondance avec les effets de la loi. Et je finis juste sur ça, parce que, et c'est là, je disais, je rejoins le propos de Jean-Charles, je rejoins le propos de Yannick, ce propos introductif qui était très important. On parle d'anticipation des politiques publiques, on parle de cohérence, eh bien, on cesse de parler d'adaptation. Mais je pense que la première des adaptations, et tu l'as dit Jean-Charles, c'est très important. Yannick l'a dit, c'est qu'on fasse confiance au local. Qu'on fasse confiance au local. Il faut, et c'est peut-être après la loi Lemeur, qui est une avancée importante pour nos territoires dont il faut saisir, et je salue le travail qui est fait par Jean-Charles et le courage qu'il a en prenant la loi Lemeur à bras-le-corps et en imposant au titre du PLU la production de logements principaux. Eh bien, cette adaptation, elle doit passer par une exception préfectorale. L'exception préfectorale maire. Je pense que le couple local du préfet, du sous-préfet et du maire, ce couple local doit bénéficier par rapport à l'application des lois et aux décrets d'application eux-mêmes d'une exception locale. Et c'est là où nous serons adaptés et donner de la cohérence aux lois et faire en sorte que nous ne soyons pas en permanence dans des injonctions contradictoires où
quelque part, l'application sur le terrain n'a plus de pertinence. La pertinence, nous en sommes capables. L'ANEL l'a démontré. Merci beaucoup. C'est vrai que il a été question de subsidiarité. C'est vraiment ça. Vous êtes auprès du terrain et vous savez ce qui est bon pour vos territoires. Dans la loi Le Meur, justement, il y a une traduction d'un outil qui est très important. Clarisse Dautria, vous êtes, vous, chef de projet innovation à la sous-direction tourisme du ministère des Finances, et vous avez vous coordonnez ce projet, la mise en place de l'API meublé. Alors moi, j'aimerais bien que vous nous disiez d'abord ce que ça va permettre, et puis surtout dans quel tempo ça va pouvoir se mettre en place concrètement. Alors, effectivement, je suis chef de projet métier, donc sur un dispositif qui est très concret et très opérationnel, et qui sera au service des communes. Donc, je vais vous expliquer un peu ce qu'est l'API meublée. Donc, d'abord, en termes de contexte, on a déjà bien parlé, mais effectivement, la croissance des meublés de tourisme en lien avec les plateformes numériques type Airbnb et Booking a abouti à des externalités positives comme plus de logements disponibles pour les touristes, mais effectivement des externalités négatives, comme vous disiez, surfréquentation, concurrence des usages, augmentation des loyers aussi pour le logement permanent dans certaines villes. Et dans ce cadre-là, même avant la loi Le Meur, un cadre législatif s'est déjà un peu étoffé, avec par exemple dans certaines communes la nécessité d'avoir un numéro d'enregistrement pour louer un meublé de tourisme, ou encore un seuil maximum de nuitées autorisées de location pour les résidences principales en meublé de tourisme. Mais c'est surtout la loi Elan qui a permis en fait aux communes de pouvoir, qui donc habilitées ayant la procédure de changement d'usage et de numéro d'enregistrement, de pouvoir demander une fois par an aux plateformes un récapitulatif des nuitées de location sur l'année en cours et l'année précédente, donc pour pouvoir mieux piloter leur politique publique et aussi mieux contrôler les infractions. Mais le problème, je ne sais pas si... il y a une petite... ouais, voilà. Le problème de cette loi Elan dans son application concrète, c'est que les communes doivent demander à toutes les plateformes leurs données et pareil, les plateformes reçoivent beaucoup de demandes de toutes les communes et parfois non qualifiées, c'est-à-dire qu'elles ne savent pas forcément si elles ont les bonnes procédures pour pouvoir donner ces fameuses données d'activité, donc cet état récapitulatif des nuitées. Et donc l'API meublée, qu'est-ce que c'est ? Et bien donc c'est cette idée de nœud centralisateur qui va permettre d'automatiser les échanges entre les plateformes numériques, d'une part, et d'autre part de mettre en relation avec les registres des communes sur leur numéro d'enregistrement. Et donc il y a deux grandes étapes dans l'application de ce projet, donc API meublé. La première, c'est la première version de l'API, qui est liée à la mise en œuvre du décret d'application de la loi SREN, qui doit intervenir d'ici la fin de l'année. Et donc, dans cette API meublée qui est liée à ce décret, il y aura donc effectivement les plateformes qui pourront donc téléverser leurs données, et les communes qui pourront charger leur registre de numéro d'enregistrement pour pouvoir faire l'appariement et du coup mieux contrôler les infractions. C'est donc cette API meublée s'adresse aux communes habilitées, donc au moins 420 communes qui ont la procédure la procédure de changement d'usage et la procédure d'enregistrement. Donc ça c'est vraiment la première étape qui intégrera aussi les changements de la loi Le Meur, notamment sur la capacité des communes à pouvoir moduler le plafond de nuitées de location autorisée pour les résidences principales, qui peut maintenant aller jusqu'à, être baissé jusqu'à 90 jours. Voilà. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, c'est donc la version finale de l'API, où il y aura une généralisation de la procédure d'enregistrement donc à toutes les communes. Et pour les autres, la possibilité de générer automatiquement leur numéro d'enregistrement sur la plateforme avec un registre national standardisé. Voilà. Et donc aussi le contrôle de ces numéros d'enregistrement sera à faire par les communes, donc a posteriori, ils pourront valider, invalider. Et du coup, surtout, en même temps, il y a... Donc ça, c'est lié à la loi Le Meur, l'article 1 de la loi Le Meur qui est mis en œuvre en mai 2026.
Et aussi, de manière concomitante, il y a la mise en vigueur du règlement Short Term Rental, donc une réglementation européenne, qui va permettre l'harmonisation au niveau de l'Union et en fait permettre de renforcer la fluidité de la collaboration avec les plateformes étrangères pour qu'elles transmettent leurs données. Voilà, donc ça c'est un peu l'API meublée rapidement. Mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que sur l'API meublée, il faut voir qu'on l'a construite en recueillant en fait les besoins des communes. Il y a eu des groupes de consultation, donc notamment avec Paris, La Rochelle, Saint-Malo. Il y a des communes donc, qui sont intégrées à nos bêta-tests. Donc on a des grosses communes, donc Paris effectivement, mais aussi donc La Rochelle, Saint-Malo, mais aussi des petites qu'on a intégrées comme Souston dans les Landes ou Honfleur, qui ont des problématiques différentes. Et effectivement, ce dispositif a vocation à être vraiment à la main des communes. Et donc on a besoin de leur retour pour être sûr que ce qu'on fait est assez cohérent. C'est aussi un dispositif qui est le fruit d'arbitrage donc entre ces besoins, mais aussi entre des arbitrages techniques de développement et liés aux différents cadres législatifs, donc nationaux et européens. Voilà. Et ce qu'il faut voir surtout, c'est que c'est une montée en puissance avec cette version temporaire à 420 communes, au moins 420 communes, et ensuite extension à toutes les communes, généralisation de l'enregistrement, harmonisation européenne. Et donc, cette API meublée ne résoudra pas tous les problèmes sur le sujet des meublés, mais c'est une première étape concrète sur lequel, selon l'évolution de la législation, on pourra intégrer de nouveaux changements après. Voilà. Sur le tempo, sur le timing, la mise en place effective pour ces 420 communes, elle est déjà opérationnelle ou elle le sera dans la fin de l'année, c'est ça ? Ouais, l'idée c'est que ça sera prêt d'ici la fin de l'année 2025. Donc les développements sont toujours en cours. On va intégrer les communes bêta-testeuses prochainement sur les nouvelles évolutions. Il y a aussi pas mal d'étapes juridiques à passer. On a eu des allers-retours avec la Commission. Maintenant, il faut qu'on saisisse la CNIL, le Conseil national d'évaluation des normes, avec notre projet de décret, et enfin le Conseil d'État, pour qu'il passe. Enfin, il y a quand même ce processus juridique pour que le décret passe et donc l'API meublée passe. Chacun ses contraintes. Hein. Voilà. Peut-être Norbert Sama ou Jean-Charles Osucci, cette réponse-là, cet outil-là, comment vous le percevez, vous, comme utilisateur ? Alors, pour être honnête avec vous, au sein de la commune, je ne suis pas le plus grand spécialiste. C'est plutôt mes adjoints, mon administration. Mais malgré tout, Patrick Tafane, qui est mon adjoint, qui est juste là devant et qui m'a beaucoup aidé avant de faire cette intervention, ce que j'ai retenu de ce qu'il m'a dit et ce qui me paraît fondamental, c'est qu'on ne réussira le pari de la régulation sur ces éléments-là, que ce soit d'ailleurs, y compris, et je regarde Maître Spadogne sur le côté, y compris dans la loi Le Meur et la servitude d'interdiction de construction de maisons principales, on n'y arrivera que si les notaires, que si l'État, dans ses différentes dimensions, alors vous en êtes un des représentants, mais je le dis ici, il n'y a pas le préfet, mais ça peut remonter jusqu'à lui, mais je crois que ça fait partie du jeu. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra que la puissance publique, et pas seulement le maire, parce que, attention, hein, on n'est pas, ni Norbert ni moi, à dire on veut tout décider, on veut tout contrôler. Non, on veut être un binôme efficace, et pour qu'il soit efficace et pour que les lois qui seront votées par nos parlementaires aient une efficacité localement, il faut s'appuyer sur le maire et il faut s'appuyer sur le préfet dans sa dimension régalienne. Je le dis parce que effectivement, le contrôle, en Corse, il y a une formule qui dit nata legge, nata malizia. Je vous traduis, quand on crée la loi, on crée la perversion avec. Et donc on sait qu'il y a des gens qui vont chercher à contourner des prête-noms, des choses comme ça. Ben là, on a besoin de l'État, on a besoin d'outils numériques de plus en plus pour contrôler, pour vérifier. Il faut améliorer nos datas. Ça, c'est vrai, nous, communes, il va falloir qu'on soit meilleurs là-dessus. Voilà ce que je veux dire, c'est quand j'entends, je dis oui, on a besoin de vous, on a fondamentalement besoin de vous pour réussir ce pari. Parce que seul, on n'y arrivera pas. Norbert, ça va, une réaction ? Oui, très rapidement. Je trouve que c'est une excellente évolution et qui va dans le sens de la loi Le Meur, c'est-à-dire l'application, la concrétisation de la chose sur le terrain en tant que tel, parce que c'est ça qui est extrêmement important et que parfois nos habitants nous reprochent, c'est l'opérationnalité. Et il faut rendre la chose opérationnelle, je crois que ça va dans ce sens-là. Pour tout vous dire, nous avons commencé à travailler avec une start-up qui serait susceptible de nous suggérer une voie de contrôle sur le terrain par le biais de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui,
Voilà, nous en sommes à ce stade, mais parce que nous avons besoin de concrétiser la chose sur le terrain et que le contrôle en fait partie. Merci beaucoup. Je vois que ça remet quand même vraiment au centre la proximité de l'élu local avec les différentes situations auxquelles il est confronté, et notamment dans les questions du logement, de l'écoute, de l'échange. C'est exactement ce qui se passe à l'ANEL. Merci à tous les trois de votre participation. On peut vraiment les applaudir. C'est très éclairant.